Bon, ben, un beau défi, parce que vu que je parle vite, je vais essayer d'accélérer encore plus. On va garder ça calme en 14 minutes. Donc moi, ça me fait aussi très plaisir d'être là, après 10 ans au CEF, de pouvoir présenter comme chercheur régulier. Puis si vous avez déjà fait des CEF, vous devez voir parler de vieilles forêts plus d'une fois. Puis pour aujourd'hui, j'ai décidé de parler encore de vieilles forêts avant de laisser la parole aux étudiants sur ce sujet-là. Puis si je fais un bilan de ces 10 ans de recherche, ah bah oui, ça commence comme ça. Ok, ah. Bon, il se passe des choses. Bref, l'idée, en fait, c'est si vous regardez l'enjeu avec les vieilles forêts, là, plus le temps passe, tu remarques que même dans la façon dont on le voit, on crée un problème très fondamental dans cette vision, parce que ça, normalement, c'est le schéma de succession forestière qu'on vous a enseigné, qu'on voit partout, voire que vous enseignez. Et l'enjeu avec ce schéma-là, en fait, c'est que c'est vraiment typique. On fait beaucoup l'emphase sur la forêt couillenne, on parle d'une façon primaire, puis germination, régénération, croissance, maturation. Puis à la fin, on met, bon, les vieilles forêts, on les met là, une petite flèche, ça tourne en rond, puis il ne se passe plus rien. Mais ça, le problème, c'est qu'on regarde même que les forêts boréales du Québec, même pas les tempérées, au niveau des forêts préindustrielles, on avait 2 tiers de forêts de plus de 100 ans, la moitié de plus de 200 ans, et encore un bon tiers qui avait plus de 300 ans. Ce qui fait qu'en fait, mon Dieu, l'idée, c'est que quand on présente ce schéma de section forestière, en fait, on place les forêts comme un point de détail, quelque chose qui a à toute fin, une petite annexe, alors que la réalité écologique de la majorité de nos forêts au Québec, c'est ça, en fait. C'est qu'elles passent la majorité de leur vie à l'état de vieille forêt, puis en fait, le point de détail, c'est le stade de la forêt couillenne, c'est ce stade de début. C'est ça qui est assez rare, mais en fait, avec cette approche de succession forestière, on cache l'état de notre forêt, qui est l'état de vieille forêt. Et ça, en grande partie, là, c'est une vision qui est assez agricole, parce que le stade de maturation, c'est le stade de l'optimum de rendement en mètres cubes hectares par an, donc c'est ça qui nous intéresse. L'idée, c'est que bon, après ce pic de rendement, de toute façon, la forêt, on s'en fiche parce qu'on a passé notre pic. Oh là là, c'est pas facile. Merci. Hop, en arrière. Ah non, c'est bon, c'est correct. Puis l'idée, c'est qu'en plus, si vous avez déjà parlé des forestiers, c'est vrai qu'on est formé à ça. Il y a souvent un discours qui est prédominant, qui est qu'il faut couper le bois parce qu'on va le perdre. C'est la forêt, il faut la couper parce qu'elle va disparaître, parce que la forêt va mourir. C'est quelque chose qui est très, très dominant dans le discours. Mais ça, à nouveau, c'est une confusion qu'on entretue parce qu'à nouveau, les forêts, ça disparaît pas, à part des cas particuliers de planification. Une forêt, ça reste en place. C'est juste que ce qui diminue avec le temps, c'est le rendement en mètre cube à l'hectare. Vous passez vos pics de rendement, c'est sûr, vous augmentez les années, le rendement est plus faible, mais ça, c'est une question économique, c'est pas une question écologique. Et là, en fait, on a un peu même la preuve, parce que de toute façon, si les forêts en vieillissant elles disparaissaient, il n'y aurait jamais eu d'industrie forestière au Québec, parce que quand les colons sont arrivés au Canada, il n'y aurait plus de forêt, vu que c'était que des vieilles forêts. Donc, on se paradoxe, en fait, on essaie de justifier une approche qui est purement économique sur la base d'une écologique. Mais à nouveau, dans les faits, on sursimplifie un problème et on perd en fait en complexité dans notre approche d'aménagement forestier. Et ça, on peut se dire, oui, bon, d'un côté, les vieilles forêts ressemblent toutes, donc pourquoi on s'en met avec ça? Mais le problème, c'est que c'est pas ça. Une vieille forêt, c'est pas un point de détail. Une vieille forêt, en fait, c'est dynamique. Ça change en structure, en composition, en habitat au cours du temps. Là. Ici, je prends juste un exemple pour une vieille forêt. Bah, selon l'évolution de la structure, selon l'évolution du bois mort, l'évolution de la composition, les perturbations naturelles, vous n'aurez pas les mêmes habitats dedans, vous n'aurez pas les mêmes espèces. Et ça, c'est un exemple que d'un seul peuplement. Mais si en plus, vous achetez le paysage, les variations abiotiques, les variations de perturbations, ce ne sont pas les mêmes dans le paysage, voire les effets du paysage en général, vous créez une hétérogénéité, et c'est cette hétérogénéité qui crée justement la valeur de vieille forêt. Une vieille forêt, ce n'est pas juste de valeur parce qu'une vieille forêt, c'est parce que toute cette complexité, cette hétérogénéité qu'on ne trouve pas dans des forêts plus jeunes. Et forcément, ce qui ne joue pas non plus, c'est que cette complexité-là, on ne la voit pas parce qu'on n'a même pas l'information sur les vieilles forêts. Si vous regardez un peu les méthodes courantes d'interforestier, on prend les méthodes gouvernementales, par exemple, les inventaires de terrain ne permettent pas de voir les vieilles forêts. Si vous prenez les données d'âge des forêts, bizarrement, il n'y a pas de très vieilles forêts, on en a très très peu, parce qu'on carotte des arbres dominants au DHP. Et ce qui fait qu'une forêt de 300 ans, vous prenez des arbres dominants au DHP, les arbres n'auront pas 300 ans, ils seront beaucoup plus jeunes, ce qui fait qu'on ne les voit pas de cette manière-là. Puis pareil pour les inventaires par photo-interprétation, on a fait un article là-dessus, on voit que les classes d'âge, en fait, sont vraiment imprécises. Par exemple, 120, c'est la classe plus de 100 ans régulier équuyenne. Et nous, on trouvait des forêts de plus de 300 ans irrégulières et équuyennes qui étaient classées dans cette classe-là parce qu'en fait, la méthode n'est pas faite pour voir les travailleurs forêts, elle est très simplifiée. Et donc, on ne sait pas où sont nos travailleurs forêts, c'est juste un grand sac de vieilles forêts. Et forcément, vu que l'information n'est pas très précise, on a des cibles d'aménagement qui ne sont pas très précises. Pour rappel, pour les vieilles forêts, par exemple, la cible actuellement, c'est conserver sur au moins 80% du territoire, 30% des surfaces pré-industrielles de vieilles forêts de plus de 100 ans, plus de 80 ans sur le domaine. C'est-à-dire que si vous avez une plantation qui passe 81 ans, vous pouvez couper la même surface de forêt de 300 ans, puis on est en jeu à somme nulle, alors que ça n'a aucun sens au niveau écologique. Donc, l'idée, c'est vraiment que cette approche généraliste, on peut se dire, bon, d'un côté, tant qu'il y a des vieilles forêts, pourquoi on s'embête avec ça? Ça continue quand même de rouler. Mais ce qu'il faut avoir bien conscience, en fait,
on n'a aucune information au Québec sur nos habitats, le bois mort, la biodiversité. Quand on coupe une forêt, on sait qu'on a coupé une forêt de type épinette noire, densité B, classe de hauteur 2. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? On ne sait pas. Quel était son âge réel? On ne sait pas, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on va couper des forêts, beaucoup de forêts primaires, mais sans savoir ce qu'on fait, et on appelle ça aménagement durable, ce qui est comme un gros paradoxe. Donc on peut se dire, bah, à nouveau, tant qu'il y a des vieilles forêts, pourquoi on s'embête? Mais nous, ce qu'on a vu justement, le problème, c'est qu'en comparant à Plessis-Mousse les forêts récoltées et brûlées sur plus de 30 ans, 50, ouais, sur 30 ans, on a vu que le volume des forêts récoltées est 50% supérieur à celle des forêts qui brûlent. C'est-à-dire qu'il y a clairement un biais notable dans ce qu'on récolte qui n'a rien à voir avec la diversité naturelle. On perd les forêts les plus riches notamment, ce qui pose beaucoup d'enjeux en termes de conservation, mais aussi d'aménagement en général. Et là, récemment, on a un article en préparation, je vais bien soumettre un jour, mais on a refait cet exercice sur la sélection par les coupes et les feux à l'échelle Plessis-Mousse à nouveau sur 30 ans, et vraiment, on voit une position assez totale entre ce que les coupes sélectionnent et ce que le feu va préférer. Et donc, ça pose au niveau d'énormes questions en termes d'aménagement, parce qu'on perd les forêts plus riches, mais aussi en termes de vulnérabilité au feu de la forêt, si ce qu'on fait, c'est laisser des boîtes d'allumettes partout dans le paysage. Donc, un peu, la conclusion des recherches ces dernières années, c'est est-ce qu'on a un filtre brut qui n'est pas un poil trop brut? Parce qu'on a vraiment un cadre conceptuel qui est tellement large, qui est tellement réducteur, où tout est dans un même panier, puis de toute façon, tant que le reste un peu, qu'importe la qualité, l'importance d'avoir des vieilles forêts en général, bah, ça ne marche pas. Puis même, on a un cadre conceptuel, on voit avec une succession très simplifiée, une vision très simple des vieilles forêts, puis des discours comme bah, de toute façon, il faut les couper, sinon elles disparaissent. Ça entretient ce genre de cadre qui ne va pas très loin. Et donc, forcément, on peut se dire, est-ce que l'aménagement est réellement durable ou il se donne les paramètres de durable en se basant juste sur des données extrêmement peu précises? Donc vraiment, moi, dans mes recherches, le but, c'est d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus globale des forêts, beaucoup plus complexe, où on arrive à avoir une meilleure description de la réalité pour réussir à avoir un aménagement qui se veut beaucoup plus durable. Donc là, on rentre dans une de recherche, puis justement, ça étant, un des gros enjeux, c'est comprendre ce qu'on a déjà dans le territoire, faire ce bilan, est-ce qu'on peut repérer nos attributs des forêts? Et au Québec, on a une chance qui est celle d'avoir accès à une richesse de données télédétection, notamment les données LiDAR. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel le Québec se distingue et qui donne accès à une nouvelle vision de la forêt. Et le but, c'est de faire de la modélisation pour voir comment on peut prédire ce qu'on a dans le paysage. Avec, par exemple, un modèle qu'on a déjà fait maintenant, on peut, par exemple, identifier dans le Plessis-Mousse où sont nos très vieilles forêts, nos forêts de plus de 100 ans. Bah, comme ça, on peut avoir les spots de très vieilles forêts qui restent, mais aussi voir dans ce qui a été coupé, bah, ce qu'on a coupé, est-ce que c'était de la forêt de 100 ans ou c'était vraiment des très vieilles forêts qui vont mettre donc des siècles à réapparaître après la coupe. Donc ça, c'est vraiment nouveau comme vision parce qu'à date, on a zéro information par rapport à ça, puis on arrive maintenant à aller plus loin dans nos visions. Là, le but maintenant, c'est de continuer là-dedans. Là, j'ai pas mal d'étudiants et de postdocs à aller là-dessus, notamment pour mieux connaître l'âge des forêts. Là, un exemple, en forêt mixte, on peut aller quasiment jusqu'à 300 ans de prédiction d'âge. Prédire le bois mort, prédire les habitats, les cavités de grands pics, ou même des forêts rares comme les frémets noirs. Avec toutes ces données-là, on arrive à mieux caractériser les forêts. Puis le but, c'est de continuer dans cette lancée, par exemple, en aussi cartographier le carbone, les combustibles et, par exemple, les communautés fongiques, pour à la fin empiler toutes ces informations-là, puis juste sortir d'une vision qui est purement volume-espèce, mais volume, espèce, habitat, fonction écologique, et faire des choix un peu plus éclairés que, bon, on verra bien ce qui reste, et de toute façon, il en restera bien assez. Aussi, l'autre enjeu qu'on a au Québec, c'est qu'on ne connaît pas notre biodiversité. C'est en général, de toute façon, le Québec, c'est trop vaste, c'est trop large, on a vraiment une vision qui est très généraliste, surtout quand on sort des vertébrés, des plantes vasculaires. Si on rentre dans tout ce qui est invertébré, tout ce qui est champignons, tout ce qui est microfaune, on s'y connaît très peu. Et donc, mon but, c'est de voir si on peut utiliser des indicateurs indirects de biodiversité pour au moins faire un meilleur bilan, notamment les dendromicrohabitats, c'est-à-dire les habitats qu'on trouve sur les arbres, comme les cavités, les fentes, les sporophores, les niches, ce genre de choses. Parce qu'en fait, ces dendromicrohabitats, ils couvrent une très vaste gamme de taxons, et notamment les taxons qui sont couramment ignorés dans les inventaires de biodiversité. Donc, avec juste un indicateur, on peut couvrir une vaste gamme. Et ils ont déjà une efficacité démontrée en Europe, mais vraiment, dès qu'on sort de l'Europe, c'est très, très peu connu, et encore plus en forêt boréale. Et surtout, là, on voit, c'est un article de 2022 ici, mais même là, au niveau taxonomique, on a encore vraiment agrandi la liste de taxons que les dendromicrohabitats repèrent. Donc moi, mon but, c'est mieux comprendre un peu ces dendromicrohabitats-là, puis voir comment on peut les intégrer dans nos diagnostics. Par exemple, parce qu'on peut faire des orientations scientifiques très poussées, mais pour les marteleurs, pour les compagnies qui font du plaquage, ou même pour les citoyens qui veulent identifier des zones à protéger, on peut avoir des méthodes simplifiées qui permettent de faire un meilleur diagnostic écologique en utilisant, entre autres, cet outil. Là, vous avez deux guides en accès libre, qui sont très pratiques et très didactiques pour mieux faire, pour faire de l'inventaire dendromicrohabitats, y compris pour les forêts boréales. C'est tout nouveau. Et enfin, c'est sûr qu'à la fin, il faut réussir à prendre ces connaissances et voir comment on peut les utiliser pour notre aménagement, comment on change nos pratiques.
Par exemple, comment est-ce que les coupes modifient les caractéristiques du paysage forestier par rapport aux perturbations naturelles pour justement atteindre cet objectif écosystémique? Comment les traitements sylvicoles peuvent permettre de maintenir une récolte de bois? Parce que du bois, on en a besoin. L'idée, c'est pas d'arrêter les coupes, mais comment faire en sorte que les forêts coupées maintiennent nos attributs de vieilles forêts? Puis aussi, ces derniers temps, depuis 2023, il y a beaucoup plus de questions sur les feux. Et de mon côté, c'est comprendre comment l'aménagement qu'on fait va influencer la probabilité et la sévérité du feu pour voir si est-ce qu'on se met dans le trouble en accroissant le risque de feu, quand on le voit un peu ici, ou bien à l'inverse, certaines pratiques permettent de limiter le risque de feu pour justement faire face au changement climatique. Et donc, en conclusion, là, ce que je voulais surtout rapporter, c'est que maintenant, ces recherches-là, c'est plus vraiment moi qui les fais directement, c'est plus la relève en recherche, ce sont les étudiants et étudiantes et les chercheurs, chercheuses postdoctoraux. Et on a plusieurs parmi nous aujourd'hui, donc vraiment, je vous conseille, si vous êtes intéressé par comment on cartographie le bois mort, les dendromicrobita, allez voir le poster de Lucas, la présentation de Marie-Ève, ils ont vraiment de ça, ils sont malades, c'est super intéressant. Si vous êtes intéressé à la cartographie des champignons, allez parler à Jonathan Casabonne, même si vous ne voulez pas de champignons tout court, parlez à Jonathan, c'est vraiment la personne pour les champignons. Si vous voulez voir comment en sylviculture, en forêt boréale mixte, on arrive à maintenir ou développer des communautés de dendromicrobita, allez voir la présentation de Raphaël. Et forcément, 15 puis 14 minutes, c'est vraiment court, ce qui fait que je suis resté sur les axes principaux de ma recherche, mais je l'ai connexes, notamment avec Zlatko et Mersa, qui montrent comment, par télédétection, on peut mieux comprendre nos sols et aussi nos dépôts de surface pour la construction de chemins de forestiers. Et donc, pour finir, forcément, merci quand même aussi aux financeurs qui nous permettent de faire cette recherche, de payer nos étudiants et de fournir ces connaissances. Merci.